moi, je peux vous présenter le meilleur de l'actualité culturelle dans le Grand Est. C'est bien que je suis dans votre poste de télévision. Il y a un tube cathodique là partout autour de moi. Je suis là, vraiment. Tenez, approchez-vous, approchez-vous. Venez me faire un bisou. Allez, là. C'est Ferdinand Braun qui invente l'ancêtre du tube cathodique à Strasbourg en 1897. Le tube cathodique donne le poste de télévision sur lequel on joue aux jeux vidéo. Or, le seul musée français du jeu vidéo est situé à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. Direction le premier musée français du jeu vidéo, le Pixel Museum, pour en apprendre plus, non pas sur les tubes cathodiques, mais bien sur le 10e art. Puis, dans Réveille ton art, nous plongerons dans l'univers de la bande dessinée, dans lequel je vais essayer de vous impressionner avec ma plus belle planche. Dans ses bonnes résolutions de 2020, la Bougeotte a décidé de laisser la parole aux enfants, alors place à votre nouvelle rubrique « J'aime mieux l'art ». Et enfin, les Fat Badgers nous cuisineront un live sucré avec pour ingrédients de base des sons funk et soul. Mais avant de s'intéresser aux origines du jeu vidéo, nous allons faire un détour par la Meuse pour la rubrique L'envers du décor. Nous allons rencontrer la compagnie Azimut qui s'est intéressée au passé récent et douloureux du Rwanda. N'hésitez pas à y mettre du ton, même si à un moment donné on part un peu la lecture, mais pour voir ce que ça donne, tu vois. Le plus dur là en lecture, c'est la scène 3, qui a besoin de jeu, mais c'est pas maintenant qu'on va la faire, quoi. Je m'appelle Michael Menin, je suis directeur artistique de la compagnie Azimut. Alors ici on est à Écuré, c'est à la fois une ancienne fonderie, une ancienne ferme et une ancienne abbaye. C'est un lieu très riche au niveau du patrimoine. Et depuis quelques années, on a monté le Couac, le centre de création ouvert aux arts en campagne. On s'est aperçu quand on est venu ici travailler que tout le monde n'avait pas forcément accès à la culture. Donc le fait de monter ce centre de création et d'accueillir des compagnies en résidence, créer de la rencontre entre artistes et habitants, population, ça permet de découvrir des pratiques et des façons de faire dans le domaine artistique. Elle a pris position entre Constellation et moi. D'entrée, elle a choisi son camp, car ces bêtes ne sont pas si bêtes que ça. Elles savent percer les âmes. Je m'appelle Anaïs, je suis comédienne à la compagnie Azimut. Ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Et là, on commence un projet basé d'après un roman d'Eugène Ebaudet, qui est un écrivain qui allait interroger une rescapée du génocide au Rwanda en 1994. Et le but du projet, c'est de mettre en scène la dernière partie du roman qui traite d'une gachacha. Les gachacha sont les tribunaux populaires issus du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il aurait fallu avoir 150 ans ou 200 ans de procès pour pouvoir juger les génocidaires. Et du coup, le gouvernement rwandais de l'époque a remis en place une tradition, une sorte de justice qui tend vers la réconciliation. Je veux parler à notre communauté. Je n'en fais plus partie. Devant notre communauté. Et devant Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné la vie. Aujourd'hui, c'était la première fois que toute l'équipe des comédiens se rencontrait pour faire une première lecture du texte. Il y a déjà tout un travail de recherche qui a été fait et de se renseigner sur ce sujet, d'adapter la pièce. On a fait tout un travail d'investigation et de prospection depuis 6 mois. On est parti à Kigali, au Rwanda, une semaine, interviewer des juristes, des avocats, des anciens rescapés, des témoins. J'ai passé mes dernières vacances avec mes parents à la jonction de ces 2 éléments liquides. Le Tanganyika est bleu et la Ruzizi rouge. Vous m'entendez? Moi, dans cette pièce, j'interprète Souveraine Magnifique, qui est un peu l'héroïne du roman. Elle a 10 ans quand son voisin vient tuer ses parents. Et donc, c'est ce personnage qu'on va retrouver à la gachacha, qui va revenir 10 ans plus tard pour assister, en gros, au tribunal de l'assassin de sa famille. Il faut faire attention, c'est-à-dire il faut être blindé. Je sais qu'on ne ressort pas tout le temps indemne de ce genre d'aventure. Et puis celui-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus costaud, plus violent. C'est quand même un sujet qui est loin de nous, qui est à 6000 km d'ici. Donc à un moment donné, comment il fait écho dans notre société. Et ce qui nous intéresse toujours, c'est d'amener le public à participer, en tout cas à ne pas être juste spectateur à distance. Donc
Le processus de création, on amène tout de suite le public à venir. Alors, c'est pas pour le public, c'est pour aussi nous tester et de voir si ce qu'on a imaginé, ce qu'on projette, ça marche. Et puis, ça nous permet d'avoir tout de suite des retours de personnes qui ne sont pas dans notre processus de création. Et pour nous, c'est très important. On va travailler sur la psychologie des personnages, sur leur rapport entre eux. Donc on va vraiment travailler le travail d'acteur, l'intériorité, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se raconte. Une des dernières phases, ce sera on va confronter ce jeu des comédiens à la mise en place avec la musique, avec la vidéo. Et du coup, là, il y a tout qui va s'emboîter pour avoir la construction finale. C'est une aventure à la fois humaine et artistique. Je vois, avec l'expérience, je vois quand même comment ça va être en gros, mais j'adore me perdre dans les méandres de la création et on va découvrir des choses et il y a encore du flou et c'est ça qui est intéressant. On trouve tout type de jeux ici, des premiers jeux vidéo commercialisés, mais si, souvenez-vous. Pong, en 1972, aux grands héros des sagas Nintendo comme Donkey Kong ou Zelda ou Super Mario Bros. On trouve l'histoire des jeux de stratégie, des jeux de baston. Bon tiens d'ailleurs, je vais aller me fighter avec Mathieu, le responsable du musée. Bon, Mathieu m'invite chez lui, la moindre des choses, c'est de le laisser gagner. Bon, Mathieu, là, tu viens de me mettre une énorme fessée. Évidemment, on ne parlera pas des 5 parties qui sont venues avant ou dans lesquelles je t'ai battu. Alors, un musée du jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo, elle est récente. Et pourtant, il existe ici un musée. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France, dans le monde? Et est-ce que c'est pas trop tôt pour faire de l'histoire sur un média qui est très récent? Alors, le Pixel Museum, c'est le premier musée du jeu vidéo en France, le 6e dans le monde. Et on raconte 50 ans de jeux vidéo dans le musée. C'est une initiative menée par Jérôme Hatton, qui en fait, là, ce qu'on expose dans le musée, c'est sa collection. C'est une collection privée unique. C'est des années de collection, donc plus de 25 ans, et plus de 10 ans qu'il a ce projet de musée en tête aussi, pour pouvoir le montrer au public. Lui, il avait vraiment envie de partager. C'est pas un grand gamer, un grand joueur de jeux vidéo, c'est un grand passionné. Et voilà, il voulait partager cette passion de jeux vidéo, et comme il n'y en avait pas en France, c'était le moment de le faire. Et ici, on est dans un musée, donc on peut regarder. Il y a d'énormes collections exposées dans les vitrines, mais on peut aussi jouer. On est dans un musée de jeux vidéo, donc le but c'est que ce soit hyper ludique et interactif, et effectivement on peut jouer dans tout le musée. À quoi on peut jouer ici? Alors, on part de la génération Pong, du jeu de tennis, en passant par les bandes d'arcade qu'on pouvait retrouver dans les bars à l'époque, passant par les GameCube avec un petit Mario Kart, un petit Street Fighter, donc les grands classiques qu'on peut connaître du jeu vidéo. C'est chouette, on peut venir ici en famille et chacun y trouvera son compte, comme un petit miroir de nostalgie. Alors effectivement, nous on accueille un public très large, c'est vrai qu'on a les familles qui viennent beaucoup, les parents qui viennent avec les enfants, les grands-parents qui viennent avec les petits-enfants. Il y a un côté très partage, et c'est vrai que c'est là où on voit le côté fédérateur du jeu vidéo, et chacun retrouve un moment son souvenir, sa console, et c'est ça qui marche bien dans le musée. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'espace dans le musée qui était dédié à Zelda. Est-ce qu'on peut rappeler quelques-uns des grands noms, des grands héros du jeu vidéo? Il y a Mario, Sonic, qui sont les grands classiques, les grands personnages qu'on peut connaître. Après, en grand classique, il y a le Tetris aussi, il y a Pac-Man, Space Invaders, donc les petits jeux de vaisseau. Donc ça, c'est qu'on n'a pas aussi la partie bande d'arcade, qu'on avait dans les bars à l'époque aussi. Donc c'est vrai que malheureusement, les salles d'arcade, il n'y en a plus. Donc effectivement, nous, on a une salle d'arcade dans le musée pour revivre un peu cette ambiance-là. Et aujourd'hui, il y a les plus grands classiques qu'on peut connaître, comme Assassin's Creed, Mario est toujours là. Zelda continue aussi, c'est des licences qui ont vécu, qui ont plus de 30 ans aussi. Donc effectivement, c'est des consoles, dès qu'il y a une nouvelle console, il y a un nouveau jeu qui ressort avec. Finalement, tous les deux, on a le même âge qu'un Mario ou qu'un Zelda aujourd'hui. On peut dire ça, on a grandi avec eux. Est-ce que le jeu vidéo aujourd'hui est bien considéré par le milieu de la culture? Quel visage a le jeu vidéo dans le paysage culturel d'aujourd'hui? Alors c'est vrai que depuis peu, le jeu vidéo est considéré comme le 10e art. Donc effectivement, c'est déjà une reconnaissance. Les médias s'y intéressent beaucoup, on en parle beaucoup du jeu vidéo aujourd'hui. C'est quand même le premier produit culturel en France, ce qui n'est pas rien non plus. Beaucoup de consommateurs, les gens jouent beaucoup. Ça peut être des consoles, mais les gens jouent aussi sur leur téléphone portable, sur leur tablette. Donc c'est aussi du jeu vidéo là-dessus. Donc effectivement, je pense que c'est quand même maintenant beaucoup plus reconnu et c'est rentré dans la culture générale en fait. Le jeu vidéo est le 10e art majeur. Moi j'ai planché avec un auteur de bande dessinée haut-marnais qui s'appelle Jean sur le 9e art pour la rubrique qui vient tout de suite. Et vous allez voir que là non plus, je n'ai pas gagné la partie immédiatement. À vous qui pensez que la bande dessinée se résume aux aventures d'un petit reporter belge, détrompez-vous. Je vais vous prouver que la région Grand Est regorge de talent dans le domaine du 9e art. Milou!
Oh, les misérables! Ils l'ont drogué au chloroforme! Ce n'est pas au Congo, mais dans les terres haut-marnaises, à Donjeu, que je pars rencontrer Jean Chauvelot afin de m'essayer au 9e art, la bande dessinée. Depuis son enfance, il est bercé par le dessin. Ce jeune artiste m'accueille pour m'apprendre ne serait-ce qu'à gribouiller, là où tout a commencé pour lui, dans sa maison familiale. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Ici on est dans ta maison. C'est foisonnant, il y a des livres partout. Est-ce que c'est cette maison et ces murs couverts de livres qui t'ont donné envie de faire de la bande dessinée? Bah en fait, ouais, parce qu'il y a toujours eu des BD à la maison. Il y a eu plein de livres en tout genre, mais mon père était un gros lecteur de BD, et mes frères aussi. Donc j'imagine que c'est pas pour rien que que je m'y suis mis, quoi. Au moins à en lire, parce qu'on a beaucoup poncé Yakari. Je dis on parce qu'il y a mes frères et sœurs et moi. Il y a eu une période Torgal, évidemment, puis à 10 ans, il y a eu l'Enfeuse de Troyes, parce qu'il fallait passer par l'Heroic Fantasy. Mais moi, mon chouchou, c'était Franquin, à cause de Gaston. Et l'émergence dans ma tête d'enfant, que le anti-héros était plus intéressant que le héros. Un anti-héros qui s'appelle Jean-Jean. C'est vrai que le personnage que je mets en scène dans mes histoires, qui est une espèce de miroir un peu de moi-même, qui m'a permis de mettre plein de choses de moi sans que ce soit absolument moi, quoi. Du coup, tu dessines Jean-Jean, ça fait quoi de se retrouver toute la journée avec soi-même? Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est vrai que la bande dessinée, c'est un truc hyper solitaire qui rend un peu zinzin. C'est pour ça qu'avant de me mettre à la bande dessinée, moi qui suis quand même un animal très social à la base, j'ai beaucoup plutôt fait de trucs en collectif, j'ai beaucoup fait de vidéos et tout ça. Et la BD, effectivement, c'est un truc tellement solitaire. Et puis j'avais peut-être envie de me retrouver tout seul avec moi et puis un peu, je sais pas. Eh ben moi j'ai envie de m'y mettre. Tu m'as mis en appétit, qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui? Alors le point de départ, c'est le personnage. J'ai l'impression que Jean a un tout petit problème avec... Enfin, vous savez quoi? Alors, en ce qui concerne le personnage de Jean-Jean, ouais. Eh ben, je pense que le truc qui le rend vraiment reconnaissable, c'est hop. Ça, on l'a déjà, je pense. C'est les lunettes et le nez. Après, il a un menton hyper long, les cheveux comme ça, avec hop, un petit cul. Et puis c'est vrai qu'il est quand même tout le temps tout nu. Donc là, par exemple, voilà le Jean-Jean. Je vous rassure, dans le monde réel, Jean est parfaitement équipé. Enfin, je veux dire plus musclé que sur ses dessins. Ouais, toi, je sais que le truc, c'est que c'est ta marinière qui va te rendre reconnaissable. Ouais. J'ai amené mon dessin dans un endroit très épuré, alors qu'à la base, je suis quand même quelqu'un qui gratte et qui fait trop de traits. Et là, les Chroniques Explosives, c'était un peu la tentative de dire, bon, bah voilà, essayer de faire le dessin qui suffit. Mais c'est vrai que les projets que je mûris actuellement, j'ai envie que le dessin soit beaucoup plus présent, j'ai envie qu'il y ait du décor, j'ai envie qu'il y ait de la lumière, j'ai envie qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus poussé. Bon, alors moi j'ai des lunettes. Ouais. Un peu de star, comme ça. Ouais. Un petit M dans les cheveux, alors ça c'est... C'est ton Mickey? C'est mes deux épis maternels et paternels. Ok. Mes deux grands-parents. T'as l'air d'un punk là, mais... Mais écoute, c'est pas trop mal. Je pense que ce qui va casser le truc punk, ça va être, tu vois, l'épi. Ah oui. Un épi, ça change tout. Je pense que ton nez, c'est l'exact mélange entre le nez de mon père et le nez de ma mère. Incroyable. Ouais, c'est la double sentence, quoi, le tarin Chauvelot. Il y a autant de BD différentes qu'il y a d'auteurs différents, et je pense qu'il y a autant de BD possibles qu'il y a de lecteurs différents. En bande dessinée, en tout cas à mon échelle, c'est encore difficile de passer pour un mec qui travaille vraiment. Alors que moi, je considère qu'artistiquement, on est sur un des médias les plus riches... Et les plus exigeants. Et les plus exigeants, c'est-à-dire qu'en termes de temps de travail, on est et écrivain, et dessinateur, et comédien, et monteur. En fait, on fait tous les métiers en un seul quand on fait de la bande dessinée. À la limite, le dessin est très secondaire par rapport à ce qu'on a envie de raconter, tu vois. Même un seul dessin est censé nous dire, bah voilà, il y a une rencontre qui se passe, il y a une espèce de combat de regard, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer entre eux. Plutôt un début de romance? Vas-y, comment tu fais le début de... Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Mais la romance, ça n'est pas trop notre truc. On préfère vous montrer comment faire une chronique explosive. Alors tu vois, d'abord tu campes la situation. Ok. Genre toi et moi en train de causer. Ok. Et ensuite? Bah ensuite tu attends le bon moment pour marquer un silence avant l'explosion. Ok. C'est toujours plus marrant quand il y a un silence, et puis tu peux copier-coller le dessin. Ah ok. Et elle doit être longue comment la... Avant, on jouait aux jeux vidéo souvent seul dans sa chambre. Et à chaque game over, on pouvait crier très fort. Il n'y avait que nos parents pour nous entendre. Aujourd'hui, il existe l'e-sport.
Des équipes composées de joueurs vivant partout dans le monde qui s'affrontent en ligne sur le même jeu. Et Jordan, tu sais pas comment on trouve du pollen? Là, je suis bloqué. Écoute, essaye de trouver des fleurs, un champ, je sais pas. On voit que tu es un grand professionnel. Je vois aussi que tu as un maillot, mais Oui, ce n'est pas un maillot académique de sport. C'est un maillot de quoi? Alors, ce maillot, en fait, c'est le maillot de l'e-sport club Strasbourg. C'est le club dont je suis le président. Et alors, j'ai entendu une lettre avant sport? Oui, c'est ça. E-sport, donc l'électronique sport. Qu'est-ce qu'on pratique comme discipline dans l'électronique sport? Comme dans le sport en général, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs disciplines qui sont disponibles. On va avoir du e-foot, du e-basket, des jeux de stratégie, du jeu de shoot, voilà, différentes disciplines. Et il y a des champions dans votre club? Oui, il y a des champions, ouais. Donc on a le champion d'Alsace e-foot actuellement, pour la saison 2020, qui est du coup champion d'Alsace sur FIFA 20. On souhaite le même bonheur au RC Strasbourg. Et est-ce que dans vos clubs, il faut des compétences particulières? Parce que comme ça, a priori, je dirais, à part les pouces et le cerveau, il n'y a rien besoin de muscler. Alors, les compétences particulières, on va dire que chez certains c'est inné, chez d'autres ça va se travailler, ça va être des mécaniques en fait, des façons de réfléchir pour certains jeux qui vont être intéressants de développer en fait. Et qui dit sport dit entraînement. Quel est le rythme d'entraînement d'un joueur d'e-sport? Alors le rythme d'entraînement, bon, chez nous il est assez spécial, c'est-à-dire que les joueurs chez nous ils ont tout le temps envie de jouer. Ils ont tout le temps envie de s'entraîner et nous on leur impose en fait un minimum d'entraînement de 4 jours où ils ont 4 entraînements du coup le soir et 2 à 3 jours de repos dans la semaine pour pouvoir justement se reposer et assimiler tout ce qu'on leur a appris la semaine. Et alors là, moi j'arrive pas à ramasser du pollen avec une abeille, je me doute que je vais pas devenir professionnel. Comment on franchit le pas? C'est quoi la frontière entre la passion, l'amateur et le statut professionnel? Alors c'est tout simplement, je dirais, l'investissement qu'on met dans le jeu. Au bout d'un certain nombre d'heures, on devient de plus en plus aguerri et on commence à avoir de plus en plus d'expérience. C'est comme dans le travail. Et on a une image du joueur de jeux vidéo un petit peu solitaire dans son fauteuil. Est-ce que toi, en tant que président d'association, tu dirais qu'aujourd'hui, le e-sport permet de se rencontrer, de communiquer, de donner du lien social? Alors oui, justement, ouais, je pense que le jeu vidéo en soi lui-même est un lien social. Parce que c'est vrai qu'on est amené de plus en plus à jouer en ligne. Et ce côté justement jeu en ligne, ça nous permet de communiquer avec d'autres personnes. Il y avait anciennement des salles d'arcade, qu'il y a de moins en moins malheureusement, mais où on se rencontrait et ça nous permettait d'échanger sur le jeu. Et comment vont évoluer les jeux vidéo? Tu imagines quoi? Alors pour l'évolution des jeux vidéo, c'est vrai que moi étant allé à Paris sur plusieurs conventions, j'ai remarqué que ça se dirige de plus en plus vers la réalité virtuelle. J'étais justement dans une convention où il y avait 1000 mètres carrés qui étaient à disposition. Il y avait 5 joueurs avec des valises dans le dos, des casques sur la tête et des répliques en main et qui se tiraient dessus mais virtuellement. Les jeux vidéo n'en finissent pas d'évoluer. Nous aussi, on évolue à la bougeotte puisque nous vous proposons ce mois-ci une nouvelle rubrique. Des enfants vont vous raconter des histoires du Grand Est. Aujourd'hui, celle des sorcières de Chalindray. La rubrique s'appelle « J'aime mieux l'art ». Vous savez qu'un nez crochu vole avec un balai et utilise une baguette magique? Bah ouais, une sorcière. Ou un sorcier. Et savez-vous qu'ils ont vraiment existé? Ici même, dans la région du Grand Est. Ouvrez grand vos oreilles pour l'histoire des sorciers de Chalindray. Tu préfères ton père ou ta mère? J'aime mieux l'art! Les sorciers de Chalindray. Une légende du XVIIe siècle. À cette époque, une mystérieuse colline surplombe la petite ville de Chalindray. Elle s'appelle la montagne du Cognolo et on y célèbre les sabbats. Des sabbats? Sabbats, sorte de cérémonie qui rassemblait la nuit sorciers et sorcières venus en chevauchant un balai ou un animal noir. Ah oui, rien que ça. Au Moyen-Âge, il est courant de rencontrer des sorciers. On en trouve dans tous les villages. Certains sorciers sont des charlatans et des fous. Ils s'amusent à terroriser les gens. Mais la majorité de ces sorciers sont en réalité de pauvres villageois. On les rend responsables de tous les malheurs. Maladies, famine et incendies. Une véritable guerre est menée contre ces soi-disant sorciers. Certains sont même brûlés à la fin des procès.
Dans le pays langrois, l'un de ces sorciers est accusé de participer aux cérémonies diaboliques sur la colline de Cognolo. Il s'appelle Clément Rabier. Une nuit, l'homme se vante d'avoir rencontré le diable. On le déclare alors sorcier. Ses juges lui ordonnent de demander pardon. Comme l'homme refuse, on le condamne à mort en 1598. Son procès fait tellement de bruit en France que l'on surnomme Chalindré le pays des sorciers. Les persécutions continueront à Chalindré et partout en France jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Clin d'œil à ce passé historique de sorcellerie. La ville célèbre à la fin de chaque année ses sorcières dans une grande fête. Alors, à vos balais. Oh. Et voilà, 2 jours passés dans ce musée, je n'ai pas gagné une seule partie. Je suis vraiment un gros blaireau. Gros blaireau, ça se dit Fat Bludgers en anglais. C'est le nom du groupe des 5 musiciens alsaciens qui viennent maintenant pour vous. C'est la rubrique du live. Let's focus so clever till the end. I got a feeling, I got a feeling, I got a feeling, I got a feeling. So